Bon, vous l'avez bien sûr deviné, on va parler de l'intelligence artificielle. Celle dont on accuse un petit peu beaucoup de choses, mais qui, il ne faut pas se le cacher tout de même, nous sert dans notre quotidien personnel et aussi professionnel. Car oui, l'IA s'invite dans notre quotidien de formateur, que ce soit potentiellement pour synthétiser une réunion, créer des crocs ou des QCM. Donc cette IA nous fait néanmoins gagner parfois beaucoup de temps. Mais elle pose des questions légitimes. L'IA risque-t-elle de freiner le développement des compétences de nos étudiants ? Que ce soit des compétences de réflexion, d'analyse, d'esprit critique. Est-ce un raccourci pédagogique ou une opportunité à saisir? Plutôt que de la redouter, peut-être devrions-nous envisager l'IA comme une innovation pédagogique, un levier d'apprentissage à intégrer intelligemment et non comme un substitut de la pensée. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir des professionnels de santé et de la formation qui l'ont expérimenté sur le terrain et qui vont pouvoir nous faire un retour d'expérience de leur pratique. Je vous demande d'accueillir Cécile Amet, directrice de l'Institut des métiers de la santé du CHU de Bordeaux, coordinatrice générale des instituts, et Laurent Beaumont, cadre supérieur de santé, ingénieur pédagogique multimédia. Merci. C'est un avant-goût de notre transmission de cet après-midi avec le groupe d'Aquitaine. Merci les filles. Alors notre rentrée est un peu bousculée parce qu'on vous avait prévu une petite introduction musicale qui devait partir après l'énoncé de nos noms. Donc on avait prévu une petite introduction pour vous dire que effectivement on concurrençait Joule et qu'on avait envie d'introduire nos propos avec de la musique parce qu'il paraît qu'il y a une super ambiance au CEFIEC. Donc écoutez, vous aurez la musique peut-être un autre moment. Et c'était aussi notre introduction parce qu'en fait on avait généré cette musique par l'IA. Et donc l'idée c'était de vous... Voilà, tout d'abord vous questionner avant de tout sur vous, votre lien et savoir si vous participiez en fait, si vous utilisiez l'IA dans votre quotidien. Donc on va faire quelque chose de très interactif, donc on va vous demander de sortir vos téléphones portables parce que nous allons faire des WooClap durant cette intervention. On n'a pas le retour. Il y a un problème de régie, on n'a pas le document. Non. Ouais. Le voilà. Ça y est, on y arrive. Merci Régis. Non, parce qu'on est sur... C'est pas le bon? Non, c'est pas le bon du tout. Ah, on devait avoir pas le bon document. Nôtre et pas le vôtre. Les joies de la technique, comme on a tous déjà vécu en formation. On s'adapte. Oui, complètement. Vous voulez qu'on remplace la musique de l'IA par un chant? Alors, on s'est exercé hier soir et on va éviter de continuer. Ça a plu cette nuit, c'était un peu à cause de nous. Nous en excusons profondément. Oui. Et il pleut beaucoup en Aquitaine, il paraît. Éclairez un peu plus l'écran. Ils nous entendent en régie derrière. Écoutez, ils vont faire le maximum, bien entendu. Nous avons testé à la pause, tout fonctionnait, bien évidemment. C'est le classique des formateurs, hein, bien évidemment. On fait monter le suspense. Ouais, c'est ça. Vous pouvez commencer à vous mettre sur WooClap, l'application, et puis comme ça, vous aurez le code. Le code, c'est CEFIEC 2025. Donc, même si vous vous déconnectez, c'est facile de se reconnecter. CEFIEC 2025, le code. Ah, on est bon. Ouais, ça va marcher. Ça y est. Et donc, vous pouvez commencer à répondre à la première question. Hein. Attends, faut le temps qu'ils sortent. Ah oui, ils sont déjà. Ça y est. Est-ce que vous utilisez l'IA?
Ça va vite. Donc, bon, sans plus d'attente, on voit que c'est quand même voilà, un outil qui est bien ancré aujourd'hui dans les pratiques. Et mais est-ce qu'on l'utilise bien? Ça va être ça. Voilà, la question, effectivement, aujourd'hui, c'était pour vous effectivement mettre en avant le fait que, aujourd'hui, dans nos pratiques professionnelles et, vous le disiez également, personnelles, on utilise quasiment au quotidien, que ça s'est même insinué dans même sans être au courant. Et donc, d'où l'importance, finalement, aujourd'hui, de se réunir et d'échanger sur ce sujet. Nous avons construit notre intervention en 2 points. Tout d'abord, peut-être un petit point pour comprendre ce qu'est l'IA, parce qu'on met beaucoup de choses derrière l'IA. Donc l'idée, c'était de repartir un peu de l'histoire de l'IA, de sa définition, des grands principes, mais également de toutes les IA qui s'offrent aujourd'hui à nous dans notre pratique. Et ensuite, on fera un petit focus sur l'art du prompt, parce que finalement, tout part de là. Et dans un deuxième temps, on abordera ce qui nous réunit aujourd'hui, la formation. Et donc, on abordera cette IA au cœur même de nos formations, à travers ses biais, ses limites et ses besoins d'encadrement et d'accompagnement. Donc on va commencer par voir essayer de comprendre l'IA. Donc la première question, d'après vous, quel âge a l'IA? 5 ans, 25 ans, 50 ans ou 75 ans? Volontairement, on a mis un code pour que ça avance. Ne soyez pas trop frustrés si vous n'avez pas le temps de voter. Et comme le disait Marc Catanas très bien tout à l'heure, l'histoire, ça explique beaucoup de choses. Donc on va vous faire un petit topo très rapide sur l'histoire de cette IA. Et vous allez voir que ça va toucher une représentation. Parce qu'en fait, l'IA est un algorithme. Et le premier algorithme, il a été créé en 1950 par Alan Turing. Je ne sais pas si vous avez vu le film Imitation Game. Donc, l'idée, c'était par un algorithme décoder les codes Enigma pour prédire en fait les bombardements sur l'Angleterre par les nazis. Ensuite, vous voyez, il y a un deuxième temps qui va être la notion d'intelligence artificielle qui sera créée en 1956. On va voir en quoi c'est un malentendu. Et ensuite, vous voyez, il y a eu plusieurs étapes. Ce qui est important de voir, c'est que l'IA va connaître un premier hiver, c'est-à-dire pendant plusieurs années, on ne va plus du tout l'exploiter, il n'y aura pas de financement mis dessus. Ça va nous amener du coup dans les années 90, où lorsque Deep Blue va battre Kasparov, on s'en rappelle tous, alors on va se dire quand même qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Bon, après, il y a plusieurs dates. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a eu ce boom, on va dire, en 2018, alors que c'est l'algorithme, le principe de l'algorithme existait depuis presque 70 ans ou 50 ans. C'est parce qu'en fait, il y a eu énormément avec Internet de bases de données et que nos processeurs informatiques sont de plus en plus rapides. Et c'est ça qui a fait que ça a décuplé finalement des technologies anciennes. On se permet juste de vous dire que la chanson sera prête à la fin de l'intervention. Parfait. Voilà. Et on conclura pour ce fait avec la chanson. Ça, parfait. Donc, effectivement, comme vous avez pu le voir, finalement, l'IA existe depuis très longtemps. Donc, on va maintenant essayer de vous définir ce qu'est l'IA. Donc, avant tout, on voudrait vous demander un mot qui représente pour vous l'IA. Ouais. C'est productif. Ça va s'arrêter. Ouais. Bon, on arrive à ça. Donc effectivement, alors c'est marrant parce que le premier mot qui arrive, c'est la rapidité, l'aide, l'innovation, l'outil. Parfait. Donc c'est plutôt des choses positives finalement. Et alors que bon, ça pourrait aussi inquiéter l'IA. Il y aurait de quoi. Donc voilà. Donc effectivement, on pense qu'il faut utiliser l'IA parce que c'est un outil de productivité. Mais vous m'entendez mieux là, ouais. Mais par contre, on va quand même aujourd'hui essayer de voir un petit peu les précautions à prendre pour l'utiliser de la bonne des manières.
rapide définition de l'IA. Donc l'intelligence artificielle est un processus d'imitation et on va y revenir. Hein. Finalement, ce mot de intelligent, il a été très mal choisi parce qu'il n'est pas du tout intelligent en fait. Il imite, donc c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Donc effectivement, son but premier, c'est effectivement d'agir comme s'il était un être humain. Et pour ça, on a 3 composantes qui sont nécessaires. Des systèmes informatiques, demain on n'a pas d'informatique et bien évidemment l'IA n'existerait pas. Des données avec des systèmes de gestion et surtout des algorithmes. Et on va faire une petite explication très rapide et très illustrée qui va vous pouvoir dire après à vos collègues que vous savez ce que c'est qu'un algorithme. Alors après, l'algorithme, déjà, pour ceux qui font les soins d'urgence, vous l'utilisez. Hein, les méthodes BCDE est un algorithme. Et nous, on va utiliser un autre exemple, c'est ces schémas, et on va parler de fourmis. Pourquoi on va parler de fourmis? Alors ces schémas, vous voyez, en fait, c'est le chemin que va prendre une fourmi d'un point A à un point B. Mais sauf qu'une fourmi va laisser de la phéromone des réels. Et donc, plus elle va arpenter un chemin, et plus, par récurrence, vous voyez sur le schéma 3, c'est le chemin où il y aura le plus de phéromones qui va être choisi. Alors, il y a carrément des mathématiciens qui ont carrément, avec des probabilités, reproduit cette règle aléatoire de la transition proportionnelle. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que je n'en suis bien incapable. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algorithme ne répond qu'à des aléas par probabilité et récurrence. Déjà, quand on a compris ça, est-ce que c'est de l'intelligence? C'est pas sûr. Donc, un algorithme, c'est une suite d'instructions logiques organisées et ordonnées, conçues pour répondre à un problème et accomplir une tâche spécifique. Alors, attention, l'algorithme est une méthode et pas un programme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des classifications, des clusterings, des associations. Mais on peut se demander, du coup, si on combine des choses, est-ce que c'est vraiment créatif? Et là, je vais vous demander de regarder la petite fourmi qui est toute seule en bas. Alors, effectivement, on va dire les autres, c'est celles qui utilisent l'IA, elles sont beaucoup plus productives, etc. Mais est-ce que aussi, on n'apprend pas par l'erreur? Est-ce que aussi être créatif, c'est pas faire le pas de côté, etc. Donc, est-ce que aussi, ne pas apprendre par l'erreur, c'est pas aussi un péril pour l'apprentissage, la réflexivité, etc. Donc c'est un peu ces questions-là qui arrivent, qui nous submergent. Et en fait, comme on vous disait, l'IA est censée nous imiter. Et est-ce que là, on n'est pas en train d'imiter l'IA? Le meilleur exemple, très rapidement, vous avez déjà vu ces starter packs circuler. Alors, on ne va même pas parler de l'empreinte écologique. Et il y a eu tout un mouvement en fait qui s'est insurgé parce que finalement on a l'impression d'être graphiste en faisant ça, mais en fait on fait tous la même chose, on est standardisé. Et il y a un mouvement de résistance du mimétisme qui a été fait par des graphistes. Et je pense que voilà, est-ce que même si on va plus vite, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose qui est créatif? Très probablement que non. Ouais. On va essayer d'aborder cette question d'intelligence. Alors je vais vous poser une question tout bête. Est-ce qu'un feu rouge est intelligent? En tout cas dans nos représentations. Donc beaucoup d'entre vous pensent que ce n'est pas intelligent. Et pour autant, alors je pense que je ne vais pas avoir le son. D'ailleurs, je n'ai même pas l'image. C'est pas grave. Et en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que je vais vous montrer justement sur la métropole un système qui s'appelle Gertrude. Alors, le nom n'est pas très... Mais ça permet de voir un petit peu Bordeaux en passant. Et donc du coup, il y a effectivement une multitude d'algorithmes et d'ordinateurs et de bases de données pour gérer 700 feux tricolores sur la métropole. Et donc c'est au même titre que le l'IA que vous utilisez, ça a le même niveau d'intelligence en fait. Et pourtant, dans vos représentations, vous trouvez que ce n'est pas. Donc pour faire le parallèle, finalement, si on pense qu'un feu rouge n'est pas intelligent alors qu'il est géré par l'IA, on peut faire une similitude sur l'IA, est-elle vraiment intelligente? Alors l'intelligence humaine, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme la capacité de comprendre, apprendre, résoudre les problèmes et s'adapter à des situations nouvelles. Mais en fait, une IA ne comprend rien. Donc est-ce que c'est intelligent? Puisque dans la définition, il faut pouvoir comprendre. L'exemple que je vais vous trouver, qui est assez significatif, c'est qu'un enfant de 1 an, il peut reconnaître un chat à partir de 2 photos, alors qu'une IA aura besoin de 100 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va travailler par des couches, ça doit être supervisé, etc. Alors qu'en fait, l'enfant, il a une capacité d'abstraction. Donc, il ne faut pas faire le topo des attributs, des dimensions, mais en gros, s'il voit du poil, une queue et 4 pattes, et qu'il miaule, il va se dire, c'est un chat, peu importe la couleur, il va voir ça de façon transverse. Il y a un point aussi que je voulais vous présenter, c'est la petite image qui est en haut.
Il faut comprendre qu'en fait, l'IA, elle est instruite par l'homme. Et vous voyez ça, vous avez l'habitude d'en remplir. Alors vous dites, ben ça c'est pour voir, sécuriser l'entrée dans le site. Oui, et pas que. En fait, quand vous faites ça, vous apprenez à conduire à toutes les voitures autonomes. C'est-à-dire que vous êtes exploité à enrichir l'IA. Donc quand vous utilisez des IA, n'oubliez pas que c'est vous qui l'éduquez. Donc, qu'est-ce qu'on y met dedans? On va y revenir. Je ne vais pas rester longtemps sur ce tableau, parce qu'on vous donnera le contenu, mais l'idée c'était à partir de l'article en dessous, j'ai fait un comparatif entre l'intelligence humaine et artificielle. Voilà, donc j'ai mis en gras quand même des choses comme la capacité d'abstraction, l'intuition, la compréhension contextuelle. L'IA ne sait pas ce que c'est un contexte. La créativité, voilà. Et l'expérience, l'émotion, voilà. Donc tout ça, l'IA, elle n'en a pas. Et pourtant, quand même, ça enrichit vraiment d'autres formes d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle, etc. On va rentrer un peu plus dans le concret. On voudrait déjà savoir quelle IA vous utilisez le plus au quotidien. Donc, si vous êtes en capacité de nous citer une IA. Vous en utilisez déjà pas mal. Ouais. Ouais, vous en connaissez déjà beaucoup. Donc, alors pour ceux qui en connaissent moins, on les a listés par catégorie, des chatbots pour le son, pour l'image, etc. Donc, on va vous faire une petite cartographie de celles qui sont les plus utilisées, en tout cas pour nos métiers. Je rigole parce qu'il y en a un qui a marqué moi-même. Mais j'avais pas vu. Par contre, juste avant de passer à la diapo suivante, ouais. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous pensez à des IA, vous pensez à des GPT. Ouais. L'IA, c'est pas que les GPT. Hein, l'IA, effectivement, ce qui a été populaire, c'est de mettre une IA dans un chat, en fait, pour être conversationnel. Mais en réalité, l'IA, elle est un peu partout. Et dans les outils de demain, ça fait des années, vous en avez dans vos téléphones qui vous apprennent des photos. En fait, tout le monde l'utilise malgré lui, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, voilà, c'est la question des chatbots. Donc, les plus populaires, c'est ceux-là. On vous en met quelques-uns, mais il y en a évidemment d'autres. Juste, je vais m'arrêter sur la question aujourd'hui que ces IA sont alimentées dans une base de données. On est quand même dans un coin du monde où il y a un respect de la donnée personnelle. Et en Europe, il y a une réglementation qui s'appelle le RGPD. Et quand on voit ces 4 IA, moi, j'aurais tendance à dire qu'utilisez Mistral. Parce que sinon, tout ce que vous mettez est exploité par des bases de données outre-Atlantique. Bon, voilà, je ne veux pas faire de politique, mais actuellement, je pense que c'est pas mal de protéger les choses. Pour protéger aussi vos données privées, vous pouvez utiliser des IA aussi sans mettre votre adresse personnelle. Donc là, on vous a mis un petit lien qui permet d'utiliser des IA sans mettre votre adresse mail. Et vous pouvez aussi avoir des créateurs d'emails temporaires, on vous a mis des liens. Ça vous permet de tester des IA sans finalement créer des multitudes de comptes avec vos emails soit professionnels, soit personnels. Quelques générateurs d'images. Donc là, on vous a mis un prompt et on a testé plusieurs IA. Alors moi, j'utilise beaucoup Adobe Firefly parce qu'il est dans la suite Adobe que j'ai, mais il est payant. Après, les autres, on peut les utiliser plus ou moins en fonction des crédits, etc. Parce que c'est jamais gratuit une IA. Hein. C'est ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire qu'on a quelques usages qui sont limités. Après, il faut prendre une licence. Donc vous voyez, on arrive quand même à des choses qui sont différentes. Effectivement, qui vont vite, hein, c'est intéressant, mais est-ce que c'est créatif, c'est toujours la question. On peut aussi faire des sons à la musique, donc on vous a mis une liste de musiques, etc. Vous pourrez les écouter avec la version PDF. Et donc nous, on a utilisé Suno pour la petite chanson qu'on va vous faire à la fin. D'autres IA, DeepL. Alors ça, DeepL, c'est européen, je crois que c'est allemand. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. C'est un des meilleurs traducteurs actuels en ligne. Descript, ça peut être assez intéressant aussi parce que si vous faites dans le cadre de recherche des verbatims, vous pouvez, à partir de l'audio, il vous retranscrit tout le texte. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui l'ont déjà fait à la main. Vous rappelez-vous qu'on y a passé quelques soirées. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, alors on ne va pas toutes les citer, mais c'est ce site. C'est une IA par jour et ils font vraiment une veille actualisée. Donc vous pouvez aller sur ce lien et ce schéma, il évolue au fur et à mesure du temps et c'est catégorisé en fonction des possibilités d'outils. Donc c'est intéressant. Donc c'est vrai qu'on si on a une culture de faire de la veille académique,
Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, un formateur, il faut qu'il fasse de la veille d'outils aussi, des panoramas d'outils, parce que c'est aussi des outils du quotidien qu'il va développer pour aussi faire des nouvelles propositions pédagogiques. Donc, avec effectivement tous les exemples qu'on vous a donnés, on vous a dit, l'IA n'est pas intelligente, elle va répondre à une demande et c'est ce qu'on appelle un prompt. Et donc, il y a une vraie importance à savoir écrire un prompt parce qu'en fait, c'est ce qu'on va lui donner comme question et comme commande qui va permettre d'avoir la réponse la plus adaptée à ce qu'on attend. Donc, effectivement, c'est quoi un prompt? C'est une commande pouvant amener une personne ou l'IA à exercer une tâche bien spécifique. D'où effectivement l'importance de ce prompt qui va répondre plus ou moins à ce qu'on attend. Et donc effectivement, il y a une méthodologie à respecter pour pouvoir avoir un prompt de qualité et on souhaitait faire un petit focus là-dessus pour vous illustrer, pour vous expliquer les 4 étapes pour écrire ces prompts de qualité. Donc voilà, c'est vrai que l'IA, comme on vous a dit, ne comprend rien. Donc si vous n'êtes pas extrêmement clair, il ne peut pas comprendre l'implicite, clair sur ce que vous voulez d'elle, vous ne l'obtiendrez pas. Donc la première étape, c'est initier la conversation, c'est-à-dire lui dire qui je suis, vers qui je me destine, parce que ça, sinon, il ne devinera pas, comment vous voulez qu'il agisse, etc. Plus vous allez donner de détails, mieux ça sera. Ensuite, étape 2, ça va être d'écrire la tâche. L'IA, il faut expliquer à l'IA ce qu'on veut faire, c'est-à-dire lui donner le plus de détails, décrire la tâche, etc., décrire ce qu'on veut qu'il réalise. L'IA ne sait rien, donc c'est vous qui devez être précis. Ensuite, il faut ajouter des contraintes, le niveau qu'on veut avoir, le niveau de difficulté, des mots-clés, peut-être des auteurs, des concepts, etc. C'est nous qui l'orientons, parce que sinon elle va chercher dans des bases de données, on ne sait pas si elles sont pertinentes ou probantes, encore moins. Et éventuellement, formater la sortie. Ça va être plutôt formater la sortie, c'est plutôt sur le format. Est-ce qu'on veut qu'il nous fasse un tableau, du style, du code, etc. Est-ce qu'on veut qu'il nous mette des mots en gras? Est-ce que tout ça, il faut lui dire. Si on lui dit, il va le faire. Mais si on ne lui dit pas, on n'est pas sûr qu'il nous le fasse. Donc ça, c'est un prompt, carrément, rapidement, que j'ai écrit en respectant ces principes. Et dans la démonstration suivante, je vais demander à l'IA de nous faire donc j'ai utilisé Mistral, de nous faire une formation sur les formations en santé, mais juste avec un prompt tout simple. Je souhaite réaliser une formation sur l'histoire des métiers paramédicaux et il va me produire ceci, donc c'est assez vague finalement. Et ensuite, je vais donc partager le prompt plus détaillé que je vous ai précisé, où je lui demande de me faire des quiz, où je lui demande de me proposer des modalités pédagogiques, des méthodes. Et donc là, il va me produire effectivement beaucoup plus de choses. Il me donne des activités collaboratrices, il me donne des concepts abordés, il me fait des résumés de cours, il structure tel que je lui ai demandé. Il va aussi donc à la ferme, du coup je lui avais demandé il me fait les objectifs pédagogiques. Voilà. Il faut les retravailler, c'est à revoir, mais en tout cas ça donne déjà une base. Et il va me faire effectivement des quiz. Et là je me dis, il ne m'a pas fait de bibliographie. Alors hop, je peux refaire un petit prompt. J'ai dit, et la biblio. Alors je lui parle très mal. C'est pas une personne. Lui il me parle très bien par contre. Et donc il va me sortir des biblios. Et quand même ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même Kerouac qui ressort, qui est quand même une très grosse référence sur les théories de soins. Donc comme quoi il peut aussi fournir des données qui sont assez intéressantes. Et voilà, ça nous semblait important de faire un focus sur ça parce que finalement, au début, quand on se met à l'IA, on a tendance à faire plutôt des prompts très courts. Peux-tu me donner ça? Et en fait, on se rend compte que plus on va en donner, plus on va expliquer ce qu'on attend de lui, d'elle, plus ce sera spécifique, plus ce sera une bonne base de travail. Après, on verra effectivement dans la partie plutôt éthique et accompagnement, il ne faut pas le prendre en tant que tel, mais c'est vrai que c'est vraiment la base, c'est ce prompt en fait, et la qualité que vous allez y mettre derrière. Est-ce que ça démontre aussi que si on ne sait pas faire le processus, on ne pourra jamais le guider. Et c'est vrai que c'est toute la question que ça pose avec nos apprenants, puisque s'ils n'ont pas appris à le faire, comment ça ne peut pas marcher en fait. Ils vont être dans une illusion, et ça, il faut vraiment qu'ils le fassent percevoir. Donc on espère que cette première partie vous aura un peu éclairé sur ce qu'est l'IA et on va se plonger maintenant sur ce qui nous peut-être est plus pour nous au quotidien, c'est comment finalement utiliser cette IA et comment aborder l'IA avec et les apprenants et les formateurs dans nos centres de formation. 2 petits focus pour démarrer, ça va être les biais et les stéréotypes. Il y a encore 1 an ou 2, quand on demandait à l'IA, il est docteur, elle disait elle est infirmière. Donc ça fait un peu écho à tout ce qu'on a entendu. Et puis quand on dit elle est docteur, il est ingénieur. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on vous dit, elle est nourrie par notre usage, donc elle reproduit nos phénomènes sociaux, etc. Et il faut aussi savoir que c'est plus d'hommes qui utilisent les IA, donc forcément, on va retrouver beaucoup de dérives, sans aller plus dans les détails, mais voilà. Et donc après, quand même, ce qui est important à voir, c'est que en 2 ans, elle évolue, puisqu'elle a été nourrie. Donc tout ce qu'on vous dit, c'est ce jour, et ça va bien sûr continuer à évoluer. Elle a aussi une autre limite, c'est l'hallucination. Comme elle vous rend quelque chose qui est probabiliste, vous lui dites faites-moi un article là-dessus, s'il n'existe pas, elle va le fabriquer par probabilité. Parce qu'elle ne comprend pas. Donc l'exemple, c'était quel est le meilleur goût entre des œufs de vache et des œufs de poule? Les vaches, elles ont des trucs, voilà, il n'y a pas de problème. Sauf que récemment, là, ça y est, maintenant, elle sait que les vaches ne pondent pas d'œufs. Bon, mais il lui a fallu un petit peu de temps, il fait qu'elle apprenne. Et donc effectivement, l'année dernière, on s'est posé la question en voyant effectivement que l'IA prenait de plus en plus de place dans notre vie perso, mais aussi dans la vie professionnelle, et on voyait les étudiants qui l'utilisaient et pas forcément de la meilleure des manières. Avec l'équipe de l'IMS, on a eu envie d'essayer de voir comment on pouvait structurer, accompagner ça. Donc au tout départ, on s'est dit une petite charte qu'on va annexer au règlement intérieur. Donc on a travaillé la charte qu'on va vous présenter sur ces grandes lignes aujourd'hui, et on vous expliquera après comment on va la faire évoluer cette année. L'idée, c'était vraiment d'avoir un usage commun aussi sur tous les instituts. Voilà. Tout à fait. Une ligne donc après, voilà, comme toute charte, les objectifs, en fait, excusez-nous pour la faute de frappe, je vois le gros S après son objectif, pardon. Donc cette charte, elle vise à encadrer finalement l'usage, comme on vous l'a dit, de l'IA. En garantissant quoi? Tout d'abord la protection des données personnelles de santé, parce qu'on reste dans un cadre de confidentialité et de secret professionnel, et on se rend compte que finalement les étudiants, encore il y a quelques semaines, un petit avertissement pour un étudiant qui a été mettre un dossier tel que patient non anonymisé dans une IA pour générer une démarche clinique infirmière. Pas française. Voilà. Donc voilà, on sait que ce point-là, il est crucial. En garantissant le respect du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, en garantissant également l'intégrité pédagogique et scientifique des productions étudiantes, et en garantissant, pour finir, une démarche éthique et professionnelle conforme aux valeurs de la santé. Donc on est parti sur des points de vigilance. Tout d'abord, les contenus qui peuvent être faux ou inventés. On vous a expliqué les biais tout à l'heure et les hallucinations, donc il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Ce n'est pas parce que l'IA dit ça que c'est vrai. Donc ça rejoint aussi sur les références erronées ou absentes. L'uniformisation des productions. Donc finalement, si tout le monde rentre dans le même cadre, quid de l'originalité et de la créativité? Le risque aussi d'accoutumance, perte d'esprit critique. On finit par être dans une routine de l'IA et finalement même plus la critiquer, même plus se questionner. Et la violation des droits d'auteur. De tout ça, on a dégagé effectivement des bonnes pratiques sous 4 axes. Tout d'abord, les bonnes pratiques pédagogiques, donc outils d'appoint, jamais substitutifs. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un démarrage, c'est pour nous éviter le syndrome de la page blanche, c'est pour donner une base de travail, mais derrière, elle ne peut pas se suffire à elle-même, il faut la travailler. Mentionner l'usage de l'IA dans ses travaux en termes de transparence, c'est-à-dire comme on cite un article dans notre mémoire de fin d'études, on cite l'IA qu'on a utilisée pour faire un travail. Et effectivement, comme on l'a dit, produire une réflexion personnelle et vérifiée, c'est-à-dire que on ne fait pas du copier-coller du résultat de l'IA, mais on s'en inspire pour donner quelque chose. Dans les autres recommandations, il y avait tout ce qui était données sensibles, donc on l'a déjà dit, pas de données d'informations patientes sur des chatbots. Et effectivement, utiliser uniquement des cas fictifs et sécurisés. Concernant le droit de l'auteur, on en a aussi déjà parlé, c'était citer ses sources, citer le prompt, c'est-à-dire qu'on leur demande d'écrire, de citer le prompt qu'ils ont mis dans l'IA, en fait, et quelle IA ils ont utilisé. Et ensuite, vérifier l'originalité via des outils anti-plagiat également. Et le dernier point sur les recommandations bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques institutionnelles. Donc plutôt privilégier des IA, comme on l'a dit tout à l'heure, Mistral, donc qui sont hébergés au niveau européen pour éviter que les données partent outre-Manche.
ou outre-Atlantique, utiliser des serveurs HDS et consulter les référents ou DPO en cas de doute. Alors c'est sûr que ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, les institutions se munissent d'IA locales. Et ça veut dire qu'on pourrait utiliser les IA et il n'y aurait plus la problématique de la base de données. Et en plus, on pourrait même avoir des gens qui référencent les bases de données de façon plus pertinente. On est bon timing. Ouais. On est parfait. Tu le fais, je fais ? Oh, vas-y. Allez. Donc effectivement, et on clôturait la charte avec un engagement, demander aux étudiants de s'engager à certaines choses. Ça va être un peu dans la lignée de ce qu'on a présenté sur les vigilances et sur les bonnes pratiques. Hein. Donc on demandait aux étudiants de s'engager à adopter un usage raisonné, éthique et critique de l'IA dans sa formation. On demandait aussi à l'étudiant de s'engager à respecter les obligations légales et déontologiques propres au domaine de la santé et de préserver la confidentialité, l'originalité et la qualité de ses productions pédagogiques. Sauf qu'effectivement, force est de constater qu'au bout d'un an, comme vous avez tous l'expérience, ils nous signent en début d'année les règlements intérieurs, les chartes et divers documents qu'ils ne lisent même pas et qu'ils ne respectent pas forcément. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin, il fallait finalement qu'on les accompagne et qu'on les forme, parce que finalement, la plupart du temps, c'est aussi par méconnaissance, c'est par... ils n'imaginent même pas que quand ils écrivent quelque chose ou quand ils déposent un dossier patient sur une IA, ça part à l'autre bout du monde et que ça enrichit finalement les bases de données des IA pour répondre plus tard à d'autres données. Donc en fait, on s'est dit finalement il y a aussi une grosse méconnaissance. Donc on chemine et l'année prochaine on va arriver sur une autre étape. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui. Donc déjà, vous allez répondre à cette question, hein, qui est de savoir, quand vous allez au travail, qu'est-ce que vous utilisez comme transport ? On va vite comprendre pourquoi. Et c'est vrai que pour revenir en arrière, on a peu d'outils, nous, pour de toute façon retrouver s'ils ont utilisé l'IA ou pas. Parce que même Compilation dit qu'il le fait, mais j'ai fait plusieurs tests, c'est pas pertinent. Dans la diapo d'avant, je vous ai parlé de 0 GPT, mais c'est le même problème. On va copier-coller des données des étudiants qui eux-mêmes ont des droits d'auteur qu'on va mettre dans une IA qui est encore outre-Atlantique. Donc, nous aussi, on est bloqués, en fait. Et en plus, de toute façon, on n'a aucun cadre légal pour le sanctionner, puisqu'il n'y a rien qui le dit. Donc, l'idée, c'est plutôt faire de la prévention. Alors, vous voyez, vous êtes quand même une grosse majorité à prendre la voiture. Alors, si je vous dis que vous trichez, vous dire, bah non... Alors, vous allez tout de suite me dire, mais oui, non, mais on triche pas. La différence, c'est qu'on a un permis de conduire. Et oui, c'est ça qui vous permet de finalement ne pas partir en vélo à la marche. Il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas un permis d'IA ? Et en fait, est-ce que, justement, l'idée, c'est pas tout étudiant qui arrive dans l'institut lui expliquer qu'on n'utilise pas l'IA sans, finalement, avoir une formation à l'IA. En fait, c'est ça le problème. C'est pas l'IA, c'est qu'en fait, il l'utilise sans savoir l'utiliser. Donc leur expliquer tout ce qu'on vous a dit avant, hein, déjà en termes de biais, d'hallucinations, de principes, etc. Et donc, cette petite analogie, c'est de voir, effectivement, on apprend le code de la route, il faudrait quand même connaître le RGPD. Est-ce qu'on conduit une voiture adaptée ? Est-ce qu'on utilise la bonne IA ? Est-ce qu'on ne roule pas sans assurance ? Est-ce qu'on garantit des données de confidentialité ? Bon, c'est mis des mots, c'est dur, hein, c'est vrai que... Et voilà, donc du coup, c'est pareil, vous pourrez le découvrir plus longuement, mais en tout cas, voilà. Et donc, il passe forcément un permis. L'idée, c'était qu'ils suivent une formation, entre guillemets, certifiante, hein, mais à l'usage de l'IA pour que ils puissent l'utiliser avec, on va dire, plus de discernement. Donc nous, là, effectivement, à partir de la rentrée de septembre, tout étudiant qui va rentrer à l'IMS du CHU de Bordeaux aura 1h30 de formation à l'IA dans les semaines de la rentrée pour vraiment poser les bases et leur expliquer les bonnes pratiques. Alors pour l'anecdote, j'ai mis une photo des taxis autonomes à San Francisco. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, maintenant on peut prendre des taxis, il n'y a plus de conducteur. Hein, donc voilà. On a parlé des apprenants, mais il y a aussi les formateurs qui ont besoin d'accompagnement parce que souvent, sur ces innovations-là, on se rend compte finalement que les étudiants prennent beaucoup d'avance sur les formateurs et que des fois, il y a aussi ce décalage-là qui fait que c'est mal compris, c'est sanctionné, etc. Donc, on a aussi construit un programme pour accompagner tous les formateurs de l'IMS à l'IA. Donc ça, dans le cas des formations e-campus. Là, je voudrais vous montrer un outil qu'on a fait utiliser aux formateurs. Sûrement certains d'entre vous le connaissent, c'est Quiz Wizard. C'est un outil belge, donc autant dire qu'on peut l'utiliser.
Et donc, à partir de liens ou de documents, il peut créer tout de suite des quiz. Et le gros intérêt de ce logiciel, c'est qu'en plus, on peut avoir un format d'export en XML Moodle qui fait qu'on peut les mettre sur nos plateformes d'apprentissage dès qu'on a une plateforme d'apprentissage Moodle. Donc, on gagne beaucoup de temps. Encore une fois, ça n'enlève pas le contrôle, vérifier, parce qu'il peut aussi... voilà, à peu près 80% de ce qu'il produit est correct. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, mais il y a quand même encore des trous dans la raquette, donc c'est quand même au formateur de faire ce contrôle. Ouais. Et puis on va finir rapidement sur la posture vis-à-vis de l'évaluation. J'ai fait 3 analogies. Est-ce qu'on va éviter les A, comme un professeur qui interdit les calculatrices en mathématiques pour s'assurer que les élèves maîtrisent les bases? Pourquoi pas, hein, c'est une stratégie. Est-ce qu'on la cadre, comme un cuisinier qui utilise un robot de cuisine mais qui reste maître de la recette et des ingrédients? Ou est-ce qu'on l'intègre comme un pilote qui utilise le copilote automatique mais qui garde le contrôle et la responsabilité? Voilà. J'ai pas une bonne solution, c'est 3 stratégies et voilà. Voilà, et donc on est pile poil aux 30 minutes. Malgré les aléas. Merci beaucoup. La musique. Ouais. C'était pour Jules, ça. À Marseille, on entre sous les projecteurs, les idées comme des flammes allument nos cœurs. Cécile et Laurent prennent la parole haut et clair, l'IA redéfinit les horizons de l'univers. Ce FIEC, on questionne, on avance ensemble, des défis comme des mots. On va vous la partager. Ensemble, moderniser, enseigner, ne pas oublier l'humain. Dans cette danse éthique, on cherche le chemin. L'avenir c'est maintenant. Donc là, vous mettez un prompt, ça vous fait 100 en 2 secondes. Hein. C'est pas pire que Joule. Pour tout transformer, à l'IMS on rêve, on bâtit. Faites attention, il est pas loin de Jules. C'était gratuit, mais ouais, je peux lui parler. Faut éviter de blasphémer. On vous a mis pas mal de ressources aussi, des podcasts, des articles. Voilà. De Bordeaux à Marseille, des rives s'entrelacent, les pratiques évoluent, elles prennent de l'audace, porter le progrès, mais garder Alors, y a-t-il des questions? Alors oui, on va laisser la place aux questions. Je suppose qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. On a un fan de base qui est là. On a un fan club de fou. Alors, on va commencer par une question au milieu. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'ai une première question qui va fâcher, je pense, qui va au-delà de l'utilisation. Est-ce qu'on parle de l'impact de l'utilisation de l'IA? Moi, j'utilise l'IA, donc je me mets dans cette position. Est-ce qu'on parle de l'impact de l'utilisation de l'IA, ce que vous avez généré en musique, ce qu'on génère en images, sur l'environnement? Parce que ça coûte très cher à l'environnement, et ce qui coûte très cher à l'environnement coûte très cher à la santé de l'être humain. Complètement. Et il y a un site du gouvernement qui s'appelle Comparia, que vous pouvez utiliser, vous promptez, vous voyez ce que ça consomme, ça fait très très peur. Ça peut consommer plus qu'un téléphone dans une nuit entière pour se recharger, ou je ne sais plus combien de jours de lumière LED, enfin, c'est assez effrayant. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser de façon raisonnée, c'est ce qu'on avait mis, on entendait ça aussi en dessous, c'est-à-dire peut-être l'utiliser pour vraiment gagner un productif de travail, mais pas forcément pour s'amuser, pour qu'ils nous cuisinent quelque chose dans notre frigo. Ça, c'est vraiment une hérésie, clairement. En fait, là où on va insister aussi dans la formation, c'est que ça ne doit pas remplacer un moteur de recherche, en fait. Et or, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui utilisent ChatGPT ou Mistral comme si c'était un moteur de recherche pour trouver un resto, etc., etc. Et c'est vrai que ça génère un coût, effectivement, d'énergie et donc écologique qui est beaucoup plus important. Donc, il y a toute cette sensibilisation-là aussi qu'on va essayer d'apporter aux personnes qu'on formera sur l'IMS. Mais oui, c'est questionnant, effectivement. Complètement. Et l'art du prompt répond un petit peu à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si quand une seule demande, on arrive à être complet, on n'a pas besoin de lui faire des réitérations, donc c'est autant de moins de prompting. Demande, en fait, d'ajout. Merci beaucoup. On va prendre une question. Ouais. Une question à gauche, oui. Oui, par rapport... alors moi, je n'utilise pas l'IA parce que... Enfin, en tout cas, de manière intentionnelle, parce que je suis très ringard. Et moi, alors, je pense aussi que les chartes et toute autre forme de mode de prévention sont des vœux pieux tant qu'il n'y aura pas un vrai courage de régulation, comme pour les réseaux sociaux.
Et enfin, la deuxième chose, c'est que je voulais faire le lien avec la recherche, les travaux de recherche des étudiants. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que je note. Mais non. Et donc, ça me pose un problème. Tant sur la forme que sur... oui, par ailleurs, on ne va pas revenir... Comme pour les lettres motivation Parcoursup. Oui, oui, on en a déjà parlé. Mais oui. Je ne sais pas ce que je note. Tant sur le fond que sur la forme. Mais Parcoursup est le bon exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas reprendre les débats de ce matin, mais en tout cas, l'IA l'a rendu en partie obsolète, ce dispositif. Même s'il lui déplaisait peut-être pour X raisons, mais là, aujourd'hui, il est carrément obsolescent. C'est-à-dire que, enfin, sur la partie déclarative. Et aujourd'hui, en fait, on passe des heures de formation de formateurs à lire de l'IA pour, je pense, 75%. Donc, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Et pour revenir à la recherche, c'est la même posture. C'est peut-être qu'il faut revenir, finalement, à des évaluations orales, où on va être face à l'étudiant. Et peut-être moins noter la partie écrite et aller chercher l'étudiant un peu plus sur l'argumentation. Oui, l'ennui, c'est que le travail de recherche clôture la formation, qu'il vaut 11 CTS en comptant l'anglais. Alors, certes, la supercherie est révélée à la soutenance, dans la majorité des cas, mais enfin, ça pose quand même un problème, quoi. Ouais. Bien sûr. Mais c'est un vrai problème académique, tout à fait. Et il faut effectivement un cadre juridique qui n'existe pas aujourd'hui, c'est clair. Oui. Emmanuel ? Merci. Merci. Une autre question ? Oui. Bonjour et merci pour l'intervention. Et bravo pour le choix de t-shirt que je trouve très C'était adapté fait à la exprès, situation. Et d'un groupe que j'aime beaucoup. Juste les hallucinations entre les œufs de poule et les œufs de vache. Ouais. J'ai été victime, pas moi, mais des hallucinations de l'intelligence artificielle. Elles sont parfois beaucoup plus fines à détecter. Oui, complètement. Et comme de citer un auteur qui n'existe pas, enfin des ouvrages qui n'existent pas, par exemple. Et puis, il y a une question là, qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer quand tout ce contenu qui est généré par l'intelligence artificielle sur des connaissances humaines vont être réinjectés dans le web? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça? C'est peut-être pas l'endroit pour en parler, mais... Il y a une théorie qui pense alors que l'IA va se détruire par elle-même sur cette base-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'est nourrie de la génération de l'humain, mais quand elle va être nourrie par la génération d'elle-même, elle va se mordre la queue, en fait. Il y a des gens qui pensent que l'IA va sûrement mourir sur elle-même. Bon, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai lu des choses à ce niveau, effectivement. Ouais. Ok, merci. Merci. Ouais. On a le temps, j'ai encore 2 questions. Oui. Allons-y. On était bon sur le timing. Et après, on clôturera cette matinée. Bonjour. Donc, une question par rapport, toujours pareil à l'IA. La qualité des travaux qui vont être rendus vont être définis par l'esprit critique de la personne qui les utilise. Cet esprit critique-là, justement, de personnes présentes dans la salle qui ont pu la mettre à l'épreuve en construisant eux-mêmes leurs travaux, est-ce que c'est quelque chose qui va nous appartenir à nous, ici, d'apporter, d'apprendre à nos futurs étudiants? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait les mettre en place? Alors c'est vrai que pour le moment, nous, je vous dis, on construit et on apprend aussi de nos erreurs, l'esprit critique. Et donc on a fait la charte, là on passe sur le permis d'IA, et après on aura forcément un travail à faire dans l'intégration des TD des différentes UE pour voir comment sur telle UE peut-être on fait un TD où on utilise l'IA pour amener l'étudiant à le critiquer. Voilà, pour le moment, nous, effectivement, on grimpe step par step, et je pense qu'on arrivera à un moment donné à ce genre de TD, où au-delà de juste donner une information en 1h30, c'est vraiment, sur ce TD-là, c'est un TD avec comme consigne en utilisant l'IA, et après, amener justement du regard critique, des échanges, etc. Ça questionne aussi, c'est ce que vous disiez très bien, c'est que nous, on a eu toute notre formation, on a eu des années où on a pu critiquer. La question aussi autour de l'IA, c'est quid des générations qui, là, aujourd'hui, vont naître et grandir avec et qui, eux, n'auront pas construit leur sens critique. Et donc, il y a vraiment, effectivement, un enjeu qui est énorme au niveau de l'IA. Mais c'est un peu comme le numérique avec les enfants, c'est pareil. Alors, cette expérience, je l'ai menée uniquement, j'ai fait un atelier comme ça avec l'IFCS, l'école des cadres, où en fait, on leur a fait avancer sur leur note de recherche. Et après, j'ai pris un temps avec eux. Et on a comparé si on retrouvait les mêmes choses, etc. Après, moi, je ne leur fais pas travailler avec Mistral ou ChatGPT. J'ai travaillé avec Consensus, parce que Consensus va chercher vraiment des vraies données probantes d'Open Science. Voilà. Et une autre façon, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, mais c'était quand on veut vérifier si l'hallucination des ressources, on n'a qu'à demander à l'IA de nous donner le DOI.
Et donc, si on clique sur le DOI, on arrive à une page 404 qui est fausse, et du coup, ça permet de vérifier rapidement d'un clic si ce qu'il nous a donné existe vraiment ou pas. Allez, une dernière question du coup. On la pose. Bon, alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre intervention. Je veux juste attirer l'attention de mes collègues sur 2 enjeux qui vont arriver avec le nouveau référentiel, qui vont être le numérique en santé et le développement durable. Donc, on a eu la question avec Madame sur la question du développement durable et avec Monsieur sur la mise en œuvre en fait de notre rôle de formateur dans le cadre de l'IA, qui sera vraiment essentiel et qui sera plutôt d'éduquer en fait nos futurs étudiants à l'utilisation d'un outil que nous en tant que formateurs il faut vraiment qu'on se mette à utiliser pour le comprendre et être en capacité en fait de détecter, de reconnaître les productions et de comprendre ce qu'on évalue en fait. Donc, est-ce que, dans ce cadre-là, vous pensez qu'en tant que formateur, sans l'utilisation de l'outil, on peut être en capacité de réaliser cette mission? Moi, je pense que non. Et c'est la même question que le numérique. L'IA vient re-questionner la même chose que le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui faire du numérique, utiliser des plateformes d'apprentissage si on ne se forme pas. On ne peut pas juste déposer des PDF. Enfin, voilà. Et donc c'est juste que ça vient augmenter ces questionnements-là. Vous avez raison de dire que dans le nouveau référentiel, et d'ailleurs le référentiel numérique en santé va rajouter une compétence sur l'IA qui va arriver là, rapidement. Et donc effectivement, au niveau académique, tout le monde se questionne là-dessus. Et je pense même au niveau académique encore plus que nous, parce que nous, on a encore la chance de travailler sur de la compétence. Au niveau académique, ils sont que sur la connaissance. Donc là, l'IA peut faire vraiment effet de le produire. Alors que nous, finalement, on peut quand même avoir des activités pratiques, on peut quand même avoir d'autres choses où là, l'IA ne va pas le faire à leur place. Donc je pense que c'est encore pire pour l'université, je pense. Merci beaucoup, Laurent Beaumont, Cécile Amère, pour votre intervention.